Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Les collectivités territoriales au régime sec, l'État envisagerait une baisse de leur dotation de 10 milliards d'euros. Coup de frein assuré pour les investissements et risque d'une hausse de la fiscalité locale après les élections municipales. Les sages-femmes, toujours en grève, elles n'acceptent pas la proposition de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui se prononce pour un statut médical à l'hôpital. Et puis, nous prendrons de la hauteur à la fin de ce journal pour parler montagne, comment concilier sa protection et son développement. Nous poserons la question à notre invité ce soir, le sénateur socialiste de la Savoie, André Verretto, co-auteur d'un rapport sur ce sujet. Le gouvernement réfléchirait à une baisse des dotations de l'État aux collectivités. La somme de 10 milliards d'euros est avancée. C'est un coup dur pour les communes, départements et régions qui doivent déjà se serrer la ceinture. Jérôme Rabier. Si le chiffre se confirme, ce serait une véritable coupe franche dans les finances des collectivités locales. 10 milliards d'euros de dotation, voilà les économies annoncées par le journal Le Parisien ce matin. Ces dotations de l'État représentent plus d'un quart du budget des collectivités et se chiffrent chaque année à environ 100 milliards d'euros. François Hollande avait déjà annoncé une baisse d'1,5 milliard d'euros en 2014 puis en 2015. Et pour la ministre en charge du dossier, tous les autres chiffres avancés pour les années suivantes sont infondés. À mon avis, on n'arrivera pas à 10 milliards, c'est pas le chiffre que j'imagine aujourd'hui. Si on réussissait déjà à bloquer ces augmentations et à dire bon, on arrête, on prend la valeur qu'on a aujourd'hui et déjà on arrête. Vous savez que c'est énorme comme économie. Un projet de loi est bien en préparation pour le mois d'avril et devrait inciter les différentes collectivités à fusionner ou mutualiser leurs moyens sous peine de se voir financièrement sanctionnés. Mais les élus et leurs représentants préviennent, il y aura des dégâts en cas de baisse supplémentaire des dotations. Ça serait très difficile à supporter. Ça entraînerait une baisse importante des investissements des collectivités locales. Et puis, ça risque d'entraîner l'affaiblissement des services aux citoyens. Et ça, bien entendu, nous ne saurions l'envisager sereinement. Sans compter qu'en pleine campagne pour les élections municipales, annoncer que les villes auront moins de moyens n'est pas très aisé pour les maires. Et certains élus l'annoncent, si les rumeurs se transformaient en réalité, les élections sénatoriales de septembre prochain pourraient se transformer en référendum anti-austérité pour les collectivités. Et on a posé la question aux internautes de notre partenaire, lenouvelobs.com. Baisse des dotations aux collectivités, eh bien craignez-vous une hausse des impôts locaux? Les internautes ont répondu oui à 85%, non à 12% sur 299 votants. Jean Arthuis, sénateur UDI-UC de la Mayenne, était l'invité de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, et il a réagi à cette baisse des dotations des collectivités territoriales. On l'écoute. Mais ce que j'attends du gouvernement, c'est de la cohérence. C'est vrai que pour l'ensemble des collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, les communautés urbaines, les départements, les régions, globalement, les dépenses engagées sont de l'ordre de 220 milliards par an. Et pour en assurer le financement, l'État verse à peu près 100 milliards. Il est clair qu'au moment où le président proclame, et il a raison, qu'il faut réduire d'au moins 50 milliards nos dépenses publiques, tous les niveaux d'administration vont devoir en tirer les conséquences. Et cette émission est à revoir en intégralité sur notre antenne ce soir à partir de 22h45. Serge Dassault, candidat au municipal, malgré ses ennuis judiciaires, on apprend aujourd'hui que le sénateur UMP se trouve en 43e position sur la liste du candidat UMP à Corbeil-Essonnes. Lors de sa contre-attaque, Jean-François Copé, le président de l'UMP, proposait hier la transparence des comptes de tous les partis politiques. Une transparence qui existe déjà dans la loi. Reportage chez les Verts, partisans de la publicité des comptes depuis longtemps, Aurélien Romano. Ici, à Europe Écologie Les Verts, la transparence des comptes n'effraie personne. Donc c'est le récépissé de dépôt des comptes pour l'année 2012. La trésorière tient à disposition les comptes de 2012, ceux de 2013 n'étant pas encore consolidés.
Il faut distinguer compte de parti et compte de campagne. Tous deux sont encadrés par une loi de 1990. En fonction du nombre de voix aux élections législatives, les partis politiques disposent d'un budget. Celui d'Europe Écologie Les Verts, c'est 3,5 millions d'euros. Ce budget sert à financer les salariés du parti et les différentes actions qui sont menées au cours d'une année. D'un autre côté, chaque formation tient des comptes de campagne qui sont remboursés dès que le parti obtient plus de 5% des voix aux élections. On garde absolument toutes les factures, évidemment, c'est-à-dire tout, du téléphone jusqu'au trajet en taxi, etc. Tout ce qui rentre dans le cadre de la propagande électorale. Et puis après, on recolle tous ces éléments, on les classe. Et on présente les comptes qui sont certifiés par la commission des comptes de campagne. Pour elle, les propositions de Jean-François Copé hier n'apportent rien de nouveau. Des propositions qui ont fait réagir tous les partis, notamment le Parti socialiste qui se dit prêt, dans un communiqué, à publier sa comptabilité détaillée. Les grands prédateurs comme le loup au cœur d'un rapport sur le patrimoine naturel de la montagne présenté aujourd'hui au Sénat. Les sénateurs proposent de réguler la population lupine par des prélèvements suffisants. Les explications de Maxime Tully. Vous ne le voyez pas, pourtant, il rôde. Depuis sa réapparition dans les années 90, le loup prolifère. Il y aurait aujourd'hui plus de 250 bêtes en France. Après les Alpes, le loup a colonisé les Vosges, le Massif central et les Pyrénées. Et la bête terrorise les éleveurs. Le rapport du Sénat note qu'entre 2008 et 2011, le nombre d'attaques a doublé. Plus de 6000 moutons auraient été tués l'année dernière. Au niveau de la loi à venir qui va être débattue au Sénat au mois d'avril, j'ai déposé un amendement concernant le loup en demandant qu'il soit, ça s'intègre parfaitement dans la loi à venir, en demandant que le loup soit déclassé de la catégorie 2 de la Convention de Berne en catégorie 3, c'est-à-dire qu'il soit simplement animal protégé simple et non pas spécifiquement protégé. Car aujourd'hui, le loup est extrêmement protégé. Il est interdit de le capturer ou de détériorer ses sites de reproduction. Les éleveurs, dans le cadre du plan loup, ne peuvent abattre que 24 individus sur l'ensemble du territoire, et ce, après autorisation préfectorale. Conséquence, la population de loups a augmenté de près de 20% par an, et l'animal commence à coûter cher à l'État, un coût estimé à 10 millions d'euros par an. À terme, le coût croissant des indemnisations des éleveurs pourrait infléchir la position de l'État. Il faudrait alors choisir entre le loup et la brebis. 24h Sénat, tout de suite à l'invité. Et notre invité ce soir, André Verretto, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de la Savoie et co-auteur avec la sénatrice des Alpes-Maritimes, Hélène Masson-Maré, d'un rapport sur le patrimoine naturel de la montagne. Vous abordez beaucoup de sujets, des sujets sensibles, notamment la présence du loup dans les alpages. Et vous proposez d'augmenter les prélèvements. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une menace du loup aujourd'hui ? Écoutez, il est unanimement aujourd'hui reconnu que le loup n'est pas une espèce menacée. Votre reportage l'a indiqué, la population de loups ne cesse d'augmenter. En même temps, les dégâts qu'il cause à l'activité pastorale sont de plus en plus importants. Le patrimoine naturel de la montagne, c'est aussi ce qui a été façonné par des générations d'éleveurs et qui préserve la biodiversité. Nous souhaitons effectivement que des mesures de régulation un peu plus fortes soient prises pour éviter que cette pression du prédateur ne remette en cause une civilisation agropastorale qui est ancienne. Alors l'intitulé de votre rapport, c'est « Concilier protection et développement de la montagne ». Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce ne sont pas des objectifs opposés? Non, au contraire, on retrouve ce qui étaient les objectifs de la montagne de 1985, concilier effectivement protection et développement. Il ne s'agit ni de sanctuariser ni d'abîmer, mais de faire en sorte qu'effectivement, à la fois ce patrimoine qui est unique pour la nation puisse également être source de développement pour les populations locales et pour les populations urbaines. Mais ce patrimoine est fragilisé. D'où vient cette fragilité? Il est fragilisé. L'ANEM a consacré un rapport en 2007 sur les conséquences du réchauffement climatique pour la montagne. Effectivement, il s'agit de biotopes, d'habitats, de biodiversité spécifique, du fait de l'altitude, du fait du caractère fragmenté des reliefs, du fait aussi des risques naturels plus prononcés. Il y a donc une vraie fragilité de la montagne. Cette fragilité aussi est liée au fait d'un développement qui est parfois pas suffisamment maîtrisé. Donc il faut trouver cette voie entre le développement et la protection.
Alors quand vous parlez d'un développement pas toujours maîtrisé, vous faites référence peut-être à cet immobilier, notamment de stations, et vous appelez un grand Grenelle de l'immobilier en montagne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut mettre tous les acteurs autour de la table, il faut changer de paradigme. La construction, la fuite en avant doit aujourd'hui cesser. Il faut ralentir la construction et consacrer l'effort vers la réhabilitation de l'immobilier. Il y a là un enjeu qui est fondamental en termes de fréquentation, de capacité de développement économique de nos stations, et quelque part, c'est faire en sorte que cette protection soit assurée par, quelque part, l'absence de construction effrénée. Il y a une construction irrationnelle de l'immobilier. Il n'y a pas de construction en irrationnelle. montagne. Pendant très longtemps, il y a eu des outils de défiscalisation qui ont encouragé effectivement la construction, notamment de résidences de tourisme. À un moment donné, ça correspondait à une attente, ça correspondait à des besoins. Aujourd'hui, il faut transformer ces dispositifs fiscaux qui étaient vers la construction neuve, vers la réhabilitation. Il y a des dispositifs que l'on propose à mettre en place, des observatoires locaux dans les stations et en fonction du parc d'hébergement de mettre en place ces mesures qui permettront en particulier la réhabilitation thermique des logements. Alors vous formulez 53 propositions, vous dites vouloir inspirer le législateur, vous souhaitez peut-être qu'une de ces propositions soit retenue, sinon on ne devait en retenir qu'une seule, ce serait laquelle? Il ne faut pas en retenir qu'une seule, c'est d'abord une méthodologie, hein. C'est faire en sorte qu'effectivement ceux qui habitent et qui veulent se développer trouvent et également à travers le développement touristique les éléments de la protection. Je veux dire par là que tout est lié. Alors il y a des propositions qui concernent à la fois la protection contre les risques naturels, qui concernent l'agriculture, qui concernent la forêt, qui concernent la réhabilitation immobilière, vous l'avez évoqué, qui concernent aussi les outils du patrimoine naturel de protection. On souhaite qu'effectivement ces 53 propositions alimentent le débat législatif, en tout cas à l'occasion de textes permettent de faire avancer les choses. Merci beaucoup André Verretto d'avoir été notre invité ce soir. Les sages-femmes ne décolèrent pas malgré la proposition de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui préconise la création d'un statut médical pour les sages-femmes. Leur mouvement de grève se poursuit pour une véritable reconnaissance de leur métier. Vladimir Poutine nie toute implication russe en Ukraine et dénonce un coup d'État contre, je cite, le seul président légitime, Viktor Yanukovych, quelques heures après l'annonce par Washington de sanctions contre Moscou. En France, le groupe communiste du Sénat demande au Premier ministre que le Parlement soit consulté sur la crise ukrainienne. Nathalie Guilloire. Vladimir Poutine est enfin sorti de son silence. Pendant une conférence de presse de près d'1 heure, le président de la Russie s'est montré offensif. Ce qui s'est passé à Kiev, il s'agit d'un coup d'État anticonstitutionnel, d'une prise de pouvoir par les armes. L'homme ne plie pas face aux pressions internationales et s'octroie même le droit d'intervenir militairement. Si le peuple demande notre aide, nous nous réservons donc le droit d'utiliser tous les moyens dont nous disposons pour protéger ces personnes et nous pensons que c'est légitime. Le président nie la présence de forces russes en Crimée, préférant parler plutôt de forces locales d'autodéfense. Mais ici, sur ces images tournées à Belbek, en Crimée, le bras de fer s'intensifie. Les forces russes encerclent les soldats ukrainiens sur leur propre base et tirent des coups de semonce sur les militaires ukrainiens qui tentent de s'approcher. La situation sur le terrain est tendue. John Kerry, le secrétaire d'État américain, s'est rendu sur place aujourd'hui en soutien au régime ukrainien. Les États-Unis apporteraient une assistance économique à Kiev d'1 milliard de dollars. Pour l'instant, Moscou a accepté de rencontrer demain les représentants de l'OTAN pour une réunion consacrée à la crise ukrainienne. C'est la fin de cette édition. À suivre le journal des municipales. Nos équipes ont posé leurs caméras à Villeneuve-sur-Lot où la succession de Jérôme Cahuzac reste ouverte.